Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Flora Fischer, médecin, autrice des Confidences d'une dermatologue paru chez Robert Laffont. Ensemble, nous avons parlé des demandes d'embellissement légitimes et des traitements qui transforment, de la correction des émotions négatives et de l'acceptation des signes de l'âge, de lèvres ou pommettes très gonflées, mais aussi de résultats subtils. Parce que qu'est-ce qui rajeunit finalement ? Un traitement peut-il vraiment faire perdre 5 ou 10 ans ? Car oui, c'est possible d'accepter de vieillir et de recourir à la médecine esthétique. Micro. Alors docteur Flora Fischer, vous consacrez un chapitre au traitement de médecine esthétique dans votre livre « Confidences d'une dermatologue » publié chez Robert Laffont. Vous ne faites pas que ça ? Non, je fais les 3/4 du temps que de la dermatologie générale et beaucoup de cancérologie cutanée, mais je fais aussi un petit peu de dermatologie esthétique. Quand une patiente vous demande ce que vous lui conseillez de faire, vous lui répondez plutôt « Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous », ce qui est d'ailleurs le titre d'un chapitre de votre livre. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, je ne veux pas porter de jugement sur le physique des gens, je veux simplement qu'ils me disent ce qu'ils ressentent eux. Je ne veux pas avoir d'avis personnel sur leur physique. Parce que vous auriez envie de corriger quelque chose que finalement eux ne les dérange pas. Exactement, finalement ne les dérange pas. Je préfère qu'ils me disent ce qui les gêne, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les fait avoir l'air fatigués ou tristes, plutôt que de dire ce défaut physique ne va pas. Par que vous me disiez, parfois vous imaginez qu'ils viennent pour une chose et qu'ils n'évoquent absolument pas. Absolument, parfois il y a des gens qui sont très gênés par des pas de doigts ou par des rides entre les sourcils, alors que moi je trouve que c'est plutôt le bas de visage qui donne l'aspect un peu triste, un peu négatif. Donc notre rapport à l'apparence est complexe puisque riche d'une histoire et d'une culture. Vous notez que c'est intéressant de s'interroger sur les éléments de notre apparence que nous voulons mettre en avant et sur ceux que nous voulons changer ou effacer. Oui, tout à fait. Il y a des choses qui sont notre histoire familiale, les taches de rousseur, le nez avec une petite bosse dessus, et on a l'impression, on ressent ça parfois comme étant un défaut. Mais finalement, c'est toute notre histoire qu'on porte et qu'à bien y réfléchir, on veut continuer à porter. Oui, sauf que parfois, on garde quand même à l'esprit que c'est un défaut et on veut aussi l'effacer. Exactement, on veut aussi perdre la bosse du nez du grand-père ou alors le grain de beauté avec des petits poils qui nous a toujours gênés et qui est dans la famille depuis longtemps. Et qui rappelle peut-être un membre de la famille qui n'était pas très bienveillant avec nous. Exactement. Vous rappelez que les 18-34 ans recourent plus au traitement esthétique que les aînés, que les 50-60 ans. Vous recevez souvent des femmes très jeunes qui veulent avoir des lèvres plus grosses ou un nez plus droit. Oui, alors moi, beaucoup moins que les chirurgiens esthétiques, beaucoup moins qu'en chirurgie, mais c'est vrai que de plus en plus, on a des femmes de plus en plus jeunes, en fait, qui veulent corriger des choses, qui veulent commencer le botox avant 30 ans, qui veulent avoir des lèvres pulpeuses, qui veulent pas juste avoir des lèvres un peu plus pulpeuses, qui veulent avoir des grosses lèvres, un peu comme les stars de télé-réalité. C'est leur inspiration. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre qu'une très jeune femme est venue vous voir un jour avec la photo d'un mannequin. Vous pouvez nous rappeler l'anecdote ? Oui, la photo d'une top modèle qui est Dudson Croze. La patiente voulait absolument avoir les mêmes lèvres. Et c'est vrai qu'on peut s'approcher d'un certain nombre de caractéristiques, mais il faut garder en tête que si on ne veut pas faire une transformation, mais juste une amélioration, on ne peut pas ressembler forcément à une photo. Oui, en même temps, j'ai l'impression que les plus jeunes, ils viennent plutôt pour des transformations que pour des améliorations. Les améliorations, c'est plutôt les plus âgés qui les souhaitent, non ? Oui, tout à fait. C'est vrai que les plus jeunes veulent des transformations, alors que après un certain âge, on veut plutôt une stabilisation et on devient plus conscient et consciente des choses qu'on ne veut plus ou qu'on ne peut plus changer. Oui, et puis peut-être qu'on s'est aussi habitué à soi-même et qu'on est un peu plus bienveillant. Exactement, on a fini par accepter un certain nombre de choses. Ce qu'on n'a pas voulu accepter, c'est les émotions négatives que notre visage montre, mais pas un certain nombre d'autres caractéristiques. Alors, parmi les tout jeunes, certains font des traitements chez les non-médecins, ce qui est totalement illégal et risqué. Comment on fait passer le message qu'une injection, ça se fait pas sur un coin de table dans une cuisine chez on ne sait qui? Alors ça, moi, c'est un truc que c'est quelque chose que je n'ai jamais compris.
c'est que l'utilisation d'aiguilles, que ce soit du microneedling ou que ce soit des injections plus profondes, nécessite une connaissance de la peau, que ce soit fait par des médecins ou par des chirurgiens. Mais si on ne connaît pas la peau, on ne peut pas traiter la peau de manière plus profonde qu'avec juste des produits. Et ça, je ne comprends pas que ce soit encore possible et qu'il y ait des gens qui y recourent. Ça vous est arrivé d'ailleurs de recevoir quelqu'un qui avait des complications à la suite d'une injection chez un non-médecin ? Oui, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé aussi de faire une biopsie, c'est-à-dire de faire un prélèvement sur ce qui avait été injecté. Il y avait des choses qui étaient de la paraffine pour faire des lèvres un peu plus grosses ou pour les bords des lèvres, et ça c'est des choses qu'on n'injecte pas et qu'on n'utilise pas en esthétique. C'est surtout très dangereux, non ? C'est surtout très dangereux, donc il n'y a pas de connaissance des produits. Normalement, quand on fait des injections, ou même quand on fait de la chirurgie, il faut avoir eu un papier avant vous expliquant ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser, et avoir ensuite la traçabilité du produit mais qu'on garde au cas où il y aurait un problème. Là, il n'y a pas de traçabilité du produit quand c'est de la paraffine et quand c'est des choses qui ne sont pas autorisées. C'est sûr. Alors, ce n'est pas la même chose, bien sûr, mais nombre de médecins esthétiques délèguent certains de leurs actes à leurs assistantes. Pourtant, un patient ne vient pas pour se faire traiter par quelqu'un d'autre que le médecin, mais vous pouvez nous expliquer en fait le cadre légal, parce que c'est légal. En fait, il y a certains gestes sont autorisés avec une surveillance médicale, c'est-à-dire avec un médecin dans les parages, comme par exemple l'épilation laser, certains lasers. En fait, sont autorisés sous contrôle médical, pas forcément par un médecin, ça peut être par des assistantes formées pour ça, des assistantes de dermatologie, des assistantes de chirurgie. Mais le diagnostic est fait par le médecin. Le diagnostic est fait par le médecin ainsi que les paramétrages. Voilà. Et le médecin est dans le coin en cas de souci. Voilà, donc ça reste médical. Ça reste médical, voilà. Tout à fait. Alors pour en revenir aux jeunes, vous avez écrit que les réseaux sociaux et la télé-réalité ont entraîné une vision de la beauté très artificielle. Cette standardisation, on ne l'observe pas uniquement chez les plus jeunes, on l'observe aussi chez peut-être les plus âgés qui ont fait trop d'actes de médecine esthétique en essayant d'effacer les signes du temps. Oui, on l'observe à tous les âges. C'est vrai que plus chez les jeunes parce que c'est elles et eux qui regardent plus la télé-réalité. Mais on voit de plus en plus des aspects gonflés du visage, des aspects gonflés des lèvres, des réinjections de graisse sur le haut des fesses pour avoir des fesses plus rebondies et plus hautes. Et ça, c'est nouveau quand même. C'est nouveau et vous n'avez pas l'air d'apprécier spécialement ? Non, moi je trouve que s'il y a des choses qui sont vraiment exagérées, et qu'on devrait comprendre que la télé-réalité, c'est la télé-réalité, et qu'on ne peut pas être dans la vraie vie comme dans la télé-réalité. On ne peut pas ressembler à ces femmes qu'on observe dans la télé-réalité. Parce que chez les plus âgés aussi, c'est aussi la télé-réalité, vous pensez qui amène à des excès ? Non, c'est pas que la télé-réalité, c'est aussi le désir de rester jeune. Et plus on a des formes, plus on a un visage rebondi, plus on a l'impression de faire jeune. Et qu'on ne comprend pas que l'aspect avoir des joues de hamster, c'est avoir des joues de hamster, c'est pas avoir l'air jeune. La prévention a le vent en poupe. On devrait penser à 20 ans à commencer les traitements esthétiques pour freiner l'apparition des signes de l'âge. Vous comprenez qu'on puisse voir cela comme une nouvelle injonction aussi ? Ah oui, tout à fait. Moi, je comprends qu'on puisse, dès l'âge de 20 ans, réfléchir bien à son hygiène de vie, à tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais les premières choses à faire ne sont pas les traitements esthétiques. Les premières choses à faire sont limiter vraiment le soleil, prendre soin de sa peau en termes d'hydratation, éviter le tabac. Et si on faisait déjà ça à 20 ans, on éviterait beaucoup de choses. Surtout qu'on a plus de risques de tomber dans l'engrenage si on commence très tôt. Les jeunes femmes qui y vont aujourd'hui, ça va donner quoi quand elles auront 50 ans, si elles vont se faire injecter tous les 6 mois ou tous les ans ça c'est sûr qu'il faut quand même... autant il y a des petites choses qu'on peut faire assez jeunes, comme la mésothérapie... et des toutes petites choses, et mettre les crèmes adaptées. Autant si on commence notamment la toxine botulique jeune,
c'est très addictif. Et comme ça tient 3 à 6 mois, 6 mois c'est vraiment le maximum, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Par ailleurs, vous pensez qu'il est parfois trop tard pour recourir à certains traitements esthétiques ou opérations Oui, alors en fait, il faut un juste milieu. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver... J'ai des patientes aussi qui arrivent au cabinet et qui ont plus de 70 ans et qui me montrent des photos de peeling en disant c'est ça que je veux faire pour plus avoir de rides. Et sauf que on ne peut pas espérer de très très bons résultats si les signes de l'âge sont déjà avancés. On peut faire des choses, on peut toujours faire des choses quel que soit l'âge, même à 80 ans, mais on ne peut pas tout faire non plus. Parfois, il faut recourir directement à la chirurgie esthétique parce que c'est trop tard, entre guillemets, pour réussir des choses en dermatologie esthétique. Oui, vous parliez d'ailleurs de patients qui aussi nient les traitements esthétiques qu'ils ont faits. Ça vous arrive souvent de... Oui. Ouais, ça m'arrive souvent. C'est-à-dire, je vois les cicatrices, je vois bien qu'elles ont fait 1 ou 2 liftings et qu'il y a les cicatrices typiques du lifting en avant ou en arrière des oreilles. Et quand je leur demande qu'est-ce qu'elles ont déjà fait, elles me disent rien. Oui. Et pourtant, on est seules toutes les deux et il n'y a aucune raison de mentir. Il ne faut jamais mentir sur ce qu'on a déjà fait. Pareil pour les injections, il faut toujours dire quelles injections on a déjà fait, comment on les a supportées. Et tout ça, c'est important pour le médecin. Oui, sauf que très souvent, si on n'a pas gardé la feuille remise par le médecin avec la petite vignette du produit, on se rappelle à peine ce qu'on a fait. Enfin, moi, je l'ai observé autour de moi, des femmes qui ne savaient pas du tout ce qu'on leur avait mis sous la peau. Oui, alors ça, je trouve que c'est important aussi, quel que soit le traitement, que ce soit en esthétique ou en médecine tout court, il faut absolument que les gens restent maîtres de leur santé, de tout ce qu'on leur fait, et qu'ils se rappellent et qu'ils sachent exactement ce qui a été fait, quand, etc. Vous n'injectez pas, par exemple, si vous ne savez pas ce que la patiente en face de vous a sous la peau, c'est trop risqué? Oui, c'est trop risqué. Je ne sais pas ce qui a été fait, je ne sais pas comment la peau a déjà réagi. J'ai besoin d'avoir un certain nombre d'antécédents. Donc vous avez vos limites, et dans ces cas-là, est-ce que ça vous arrive d'adresser, par exemple, un patient à d'autres... C'est ce qu'on fait quand on fait de l'esthétique, quand on ne sait plus ou qu'on ne veut pas faire tel ou tel traitement, on adresse à un confrère ou une consoeur? Voilà, j'adresse à quelqu'un qui est plus habitué, ou beaucoup aux chirurgiens aussi, parce que eux sont plus à même d'avoir des choses qui leur sont réservées et de savoir ce qu'il faut faire. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des traitements qui vous paraissent vraiment légitimes? Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'acide hyaluronique, notamment pour le bas de visage, pour les plis d'amertume, pour les sillons nasogéniens, ça donne des bons résultats et ça donne tout de suite ce petit côté je vais mieux, j'ai l'air moins fatiguée. Ça donne un effet assez intéressant dès qu'on fait l'injection, en fait. Dès 1 heure après, on a un bon résultat. Alors, on parlait des excès, et c'est vrai que je me demande toujours s'il n'y a pas une histoire de goût. Finalement, que les excès que nous, on critique, plaisent à la personne qui les a... Ah bien sûr, quand on voit les actrices américaines, nous, ce qu'on voit comme étant un excès en France, parce que nous, on est plus dans le subtil quand même, on fait quand même des choses, à mon sens, qui sont plus élégantes, mais quand on voit certaines stars américaines, nous, on voit ça comme un excès, mais elles, pas du tout. Aux États-Unis, quand on fait de la dermatologie esthétique, de la chirurgie esthétique, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit, il faut que le front ne bouge plus, il faut que le front soit tout lisse quand elles font des photos. Il y a une espèce de brillant au niveau du front parce qu'il n'y a pas une ride. Ce qui fait peur à certains patients qui n'ont pas du tout envie de recourir aux injections de toxines botuliques, parce que justement, il y a toutes ces images de front figé, alors qu'on sait qu'on peut l'utiliser de manière effectivement subtile. Absolument, surtout que la toxine botulique, c'est vraiment dommage que ça tienne pas longtemps, mais c'est vraiment un très bon traitement et ça donne des effets qui sont très intéressants. Mais il ne faut pas croire que ces effets sont le front figé, si on ne veut pas que ce soit ça, les effets. Donc après, il faut bien discuter avec le médecin ou le chirurgien qu'on consulte pour lui faire comprendre quel goût on a en fait. Et puis choisir peut-être un médecin ou un chirurgien qui a le même goût que soi. Voilà, ou alors il faut commencer par des injections assez limitées, un peu de produit, et regarder ce que ça donne, et éventuellement 10-15 jours après corriger parce que c'est pas assez. Il vaut mieux commencer par
par péché par défaut que par excès. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Mais de toute façon, quand on injecte de la toxine botulique, la retouche en tout cas, la consultation 2 semaines après, c'est peut-être pas obligatoire, mais en tout cas, ça se fait souvent comme ça. Ça se fait souvent si les résultats sont pas atteints, mais si le travail si le résultat est celui qu'on escomptait, pas forcément. On n'est pas obligé de revoir. Non, pas forcément. Oui, parce que c'est compliqué, la balance musculaire au niveau du front. Bien sûr. On voit des résultats qui sont, même sans être figés, qui sont un petit peu... parfois bizarre même. Ben, parfois un peu asymétrique. Et quand on pique dans le frontal, on risque d'avoir les yeux un petit peu fermés parce que c'est le muscle qui est responsable de l'ouverture des yeux. Donc et l'élévation du sourcil. Et voilà, il ne faut pas corriger quelque chose pour avoir quelque chose de moins bien après. Il faut, avoir la balance. C'est très très dur. C'est complexe. Alors on a l'impression qu'on peut désormais embellir, transformer son visage et son corps à loisir. Pourtant, si la majorité d'entre nous sait que la chirurgie est radicale et qu'on ne revient jamais en arrière, quand on s'est fait opérer d'un nez, même si on n'aime pas le résultat, on ne pourra pas retrouver son nez d'avant, c'est irréversible en tout cas, voilà. Mais les traitements médicaux paraissent plus réversibles. Est-ce qu'ils le sont toujours? Parce qu'il y a aussi des gens qui disent « oulala, mais si je commence et je m'arrête après, qu'est-ce que je risque ?» Enfin voilà. Oui, là on n'utilise plus, à l'heure actuelle, on n'utilise plus que des produits résorbables. Ça n'existe plus, le dermatoplaste, des choses comme ça qui étaient là au départ, qui ne se résorbaient pas, le silicone et tout, on n'en injecte plus. Donc on n'a que essentiellement de l'acide hyaluronique, mais le temps de résorption peut être de 1 an, peut être de 2 ans. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais est-ce qu'on peut quand même retourner en arrière, par exemple, si on a commencé à faire des traitements, est-ce qu'un jour on peut arrêter sans que tout dégringole? Parce que c'est un peu ce que disent les gens, ah mais j'ai commencé, mais finalement, si j'arrête, il se passe quoi? Est-ce que ça va être pire qu'avant? Non, c'est pas pire qu'avant. Non, il n'y a pas un effet de tout retombe d'un coup. Les gens disent souvent ça, ouais. Non, vos patients aussi? Oui, c'est l'impression qu'on a, mais non, tout ne retombe pas d'un coup, c'est pas vrai. Parce que je pense aux personnes qui ont justement demandé beaucoup, qui ont eu des joues très très gonflées ou des lèvres très très gonflées. C'est vrai qu'on se dit, là, le retour en arrière est peut-être un petit peu plus délicat. Ah bah oui, là c'est sûr que si on arrête de le faire, au bout d'un moment, on se retrouve avec un visage dont on a l'impression qu'il est différent. Oui, c'est ça, on sera différent. On est différent, oui. Mais ce ne sera pas forcément... Non, c'est pas pire, non. Est-ce que cela vous arrive, vous, d'avoir envie de dire à un proche oh là là, tu devrais faire ça pour avoir l'air moins fatigué ou moins marqué? Est-ce que vous avez une sorte de déformation professionnelle? Ça m'est arrivé avec vraiment un entourage très très proche, comme ma sœur qui a trop pris le soleil, qui a un peu des taches, ou ma maman à qui je dis c'est quand même dommage, tu viendrais juste un petit peu chez moi et en un quart d'heure, voilà. Mais sinon, j'essaye de pas quand même donner mon avis. Et du coup, elles l'ont pris comment? Non, elles veulent bien. Alors ma maman, non, ça l'intéresse pas, mais ma sœur veut bien lui faire des choses si c'est pas trop invasif. La plupart de vos patients viennent pour effacer des signes du vieillissement. Vous pensez qu'ils le font pour eux ou quand même un peu sous influence, touchés par une certaine forme de jeunisme ambiant? Les deux. Je préférais que ce soit surtout pour eux, mais oui, il y a toujours un jeunisme ambiant. On ne peut pas dire le contraire. On n'est jamais sûr de le faire que pour soi, vous voulez dire? Non, bien sûr. Il y a tout un entourage et toute une ambiance. Et c'est pas si grave finalement si on le décide et qu'on est bien après. Voilà, exactement. Il ne faut pas que ce soit une obsession, c'est tout. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est qu'à l'heure où la médecine esthétique enregistre une croissance incroyable, c'est à un chiffre, enfin c'est pas loin des 10% chaque année, voire c'est à 2 chiffres en ce qui concerne les injections. Le body positivisme également se développe. Et oui, je sais. Alors oui, et ça, c'est vrai que c'est marrant que parallèlement il y ait ça, c'est-à-dire qu'il y a maintenant dans les couvertures des magazines féminins, on a de plus en plus des filles rondes avec un peu de ventre, et ça on l'a pas vu pendant des années, on voyait que des fils de fer. Donc c'est complètement paradoxal parce que pour l'instant on n'est pas encore vraiment dans l'acceptation du vieillissement, notamment du visage. On n'y est pas encore, on est dans l'acceptation des vergetures, ça j'ai vu de plus en plus. Et du poids, voilà. Des silhouettes différentes. Voilà, exactement. Et on a même dans les marques de maillots de bain
des filles rondes, des filles minces, on a un peu de tout et ça c'est bien parce que longtemps on n'avait que des maillots de bain pour filles minces et on se disait tiens mince, les autres vont pas à la plage, tout ça. Mais là on n'a pas encore tellement de gardez vos rides, c'est bien. On est passé aux cheveux blancs. Oui, ça c'est vrai. Les cheveux, oui, j'ai vu qu'il y avait ce changement. Chez des actrices américaines aussi. Exactement, les cheveux blancs, ça, oui. Les cheveux blancs, les cheveux gris argent, ça c'est devenu une couleur à la mode. Mais pour l'instant, les rides sont pas à la mode, même chez celles qui ont les cheveux blancs. Peut-être chez les hommes, un peu plus à la mode, entre guillemets. En tout cas, voilà, les hommes, ils sont plus tranquilles peut-être avec leurs rides. Oui, mais ça, de toute façon, chez les hommes, le vieillissement a jamais été vécu de la même manière. Donc ils font moins d'actes esthétiques aussi. Vous l'expliquez comment ? Mais parce que le vieillissement, c'est un luxe qu'on accorde aux hommes et pas aux femmes. Et toujours pas. Parfois, on leur trouve même du charme avec les rides. Mais je sais. C'est rare les cheveux poivre et sel, c'est du charme pour un homme. Et longtemps, pour une femme, c'était vraiment le vieillissement, des trucs un peu négatifs et tout ça. Bon, ça commence à changer, ça. Mais non, ça a toujours été comme ça. On a toujours accepté beaucoup plus le vieillissement des hommes, parce qu'ils s'affirment, parce que le statut social, etc. Pour les femmes, c'est pas du tout pareil. Cette cohabitation de la démocratisation de la médecine esthétique et du body positivisme, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, chacun peut donc soit faire, soit ne pas faire comme il lui plaît. Oui, bien sûr. Il y a aussi l'acceptation de la pilosité. Il y a aussi... Le naturel est à la mode, c'est vrai. Mais paradoxalement, il y a de plus en plus d'actes esthétiques quand même. Alors le naturel, ça c'est un mot, même j'en parle dans mon livre, parce que le naturel, pour avoir assisté à beaucoup de congrès de médecine et de chirurgie esthétique, il n'a pas le même sens pour tout le monde. C'est sûr. Donc parfois on nous présente des résultats dits naturels qui, par exemple pour moi, ne le sont pas complètement. C'est là encore, je pense, une histoire de goût, non ? Oui, alors après le naturel, normalement le naturel c'est ne rien faire, hein, ne pas avoir recours... à des injections. Normalement, c'est ça le naturel. Quand on a recours à des injections, c'est plus naturel, c'est juste garder ce qu'on a ou ce qu'on avait il y a 10 ans. Et donc c'est naturel, c'est-à-dire c'est un aspect qui ne fait pas artificiel. Mais c'est juste un aspect, c'est pas naturel si on a recours à quelque chose, hein, forcément. Donc c'est un résultat subtil. Voilà, en fait, exactement. Ce qu'on appelle le naturel, nous, quand on parle de la French Touch en France, pour ce qui concerne la médecine et la chirurgie esthétique, c'est une histoire de subtilité du résultat. En fait. Exactement, contrairement aux Américains et Américaines, où là, pour le coup... c'est pas subtil du tout et on voit qu'il y a quelque chose qui a été fait et on a envie que ça se voit. Oui, parce que c'est culturel. Alors depuis le début de notre entretien, nous parlons de la médecine esthétique. Or, ce n'est pas du tout une spécialité reconnue par le Conseil de l'Ordre. Il n'y a pas un diplôme de médecine esthétique et c'est un petit peu compliqué d'ailleurs pour les patients de s'y retrouver parce qu'en fait, il y a un certain nombre de médecins, donc dermatologues comme vous, des médecins généralistes qui se sont spécialisés dans l'esthétique, les chirurgiens esthétiques et plasticiens bien sûr, parfois les ophtalmos, parfois aussi les dentistes. Le patient, il fait comment pour s'y retrouver ? Parce que finalement, ces médecins qui se consacrent à l'esthétique, ils peuvent avoir des diplômes différents. Il y a des DU à l'université sur les injectables, il y a des DU qui concernent les lasers, mais c'est vrai quand on va voir un médecin ou un dermatologue qui fait de l'esthétique, on ne connaît pas son équipement, on ne sait pas quel type de diplôme il a eu. Oui, ça c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de diplômes universitaires et interuniversitaires que tous les médecins, qu'ils soient médecins généralistes ou qu'ils soient médecins spécialistes, ont le droit de faire. Maintenant, il n'y a que 2 spécialités dans lesquelles l'esthétique est déjà intégrée. C'est-à-dire on prend déjà des cours d'esthétique dans la spécialité en elle-même, c'est la dermatologie et la chirurgie esthétique. Chez les autres, les dentistes, les médecins généralistes, etc., c'est forcément au moins un diplôme en plus et des formations en plus. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont fait que des formations par des laboratoires et tout. Ouais, donc c'est pas facile. Oui, parce qu'on a essayé il y a quelques années de mettre en place un diplôme, mais en fait, non. Il y a toujours cet écueil de ne pas avoir réussi à trouver un nom pour cette médecine qui est en pleine croissance. Évidemment, pour avoir côtoyé beaucoup de médecins, de dermatos, de chirurgiens plasticiens qui font de l'esthétique, évidemment, ils sont dans les congrès, ils se forment. Mais pour le patient de l'extérieur, c'est pas si simple. Non, c'est vrai que c'est pas... Oui, et puis en plus, on peut faire du très bon travail
en ayant eu une formation qui n'est pas forcément une formation diplômante, comme le contraire. Donc ça aussi, c'est compliqué. Il y a quelque chose à demander ou comment on fait alors quand on est un patient? Oui, moi je pense que c'est intéressant de savoir comment les gens se sont formés, c'est intéressant de savoir quels produits ils utilisent, avec quoi ils travaillent. En même temps, c'est pas ce que font les patients. Les patients, ils n'arrivent pas en disant vous injectez quoi. D'ailleurs, une de vos consoeurs, je me souviens à l'époque, je l'avais interviewée, elle me disait oui, il y a un patient qui est venu, qui voulait voir le flacon, je trouve ça inadmissible, s'il n'a pas confiance en moi, je le prends pas en charge. Alors, à la fois, on essaie de responsabiliser, les patients, vous me le disiez tout à l'heure, c'est bien que chacun sache ce qu'on va lui mettre dans la peau et c'est compliqué aussi de... Ah oui, normalement, le patient, avant qu'il y ait quoi que ce soit, doit connaître les caractéristiques soit de l'appareil utilisé si c'est un laser, soit de l'injectable qui va être injecté. Il repart avec les étiquettes de traçabilité, c'est la loi. Normalement, il doit être prévenu en amont et il doit avoir au moins une fiche d'information. Normalement, un consentement éclairé signé, etc. Mais normalement, une fiche d'information expliquant quel laser on utilise, quel produit injectable on va utiliser, où est-ce qu'on va les injecter, ce qu'on en attend, etc. Donc normalement, un nouveau patient, il n'est pas injecté le jour même, par exemple, s'il vient pour un traitement esthétique. Il y a un délai de réflexion. Il y a un délai de réflexion. Et pour la chirurgie, c'est pareil. Pour la chirurgie, le délai est de 15 jours. Oui, pour la chirurgie, c'est beaucoup plus acté, je pense, dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est rare d'aller se faire opérer 15 jours après avoir rencontré le chirurgien une seule fois. Alors que pour la médecine esthétique... Alors ça dépend de la chirurgie, parce qu'il y a de la chirurgie qui est faite en ambulatoire, où le patient ressort après, comme les paupières. Même ce type de patient-là, il faut qu'ils aient eu les tenants et les aboutissants longtemps avant. Et la médecine esthétique, normalement, il n'y a pas ces 15 jours de délai obligatoire, mais il y a un délai de réflexion. C'est-à-dire il faut quand même avoir lu, notamment avoir lu qu'il va y avoir des bleus, qu'il va y avoir des traces aux produits d'injection, aux zones d'injection, pardon, et qu'il peut aller travailler le jour même, mais ça risque de se voir, qu'il y a un risque d'œdème. Il y a toutes ces choses-là qui sont expliquées. Et il y a aussi les effets secondaires. Normalement, quand on a connaissance d'un effet secondaire, que ce soit quelque chose qui nous est arrivé à nous praticiens ou à d'autres praticiens, et que ces effets secondaires ont été décrits, on est censé expliquer ces effets secondaires potentiels aux patients. Donc sur la fiche de devis et de consentement éclairé, il faut dire que parfois, dans des cas rares, il y a des nécroses parce qu'on a touché un vaisseau, que si vous ressentez des douleurs, qu'il y a des zones blanchâtres ou froides, il faut absolument consulter en urgence. Et tout ça doit être dit. Alors parfois, ça refroidit justement les patients. Parfois, les patients disent non, les nécroses, non. Mais même si c'est rare... Et même si les granulomes sont rares, c'est-à-dire les réactions à corps étranger qui sont soit immédiats, soit qui arrivent des années après, et on est obligé quand même d'avoir dit aux patients que ça risque d'arriver, même si c'est rare. Vous aussi, en tant que médecin, vous êtes aussi obligé de mener un interrogatoire médical pour savoir s'il y a éventuellement une maladie auto-immune ou en tout cas ou même ce que le patient a fait avant. De toute façon, vous aussi, vous avez besoin de ce délai pour voir si vous allez pouvoir prendre en charge sur les traitements demandés ce patient qui est en face de vous. Ah oui, moi j'essaie de demander aux patients s'ils prennent des médicaments, s'il y a des maladies auto-immunes, notamment en cours, qui sont pas... qui sont en cours de traitement, ce qui a déjà été injecté, et on cherche ensemble. Oui, il faut rechercher tout ça. Voilà. Et vous parliez de granulomes à corps étranger, j'avais l'impression que c'était plutôt le cas, enfin ça arrivait quand on a injecté ce qui n'est plus autorisé aujourd'hui, à savoir un produit injectable permanent. Oui, les produits qui ne sont pas résorbables. On a encore des granulomes quand même, encore aujourd'hui, avec ça, c'est encore décrit. C'est rare. Mais alors, à la suite d'injection de produits permanents ou y compris à la suite de... Y compris à la suite d'injection d'acide hyaluronique. C'est rare, c'est vraiment très très rare et c'est souvent des granulomes qui persistent pas. Tout à l'heure, on évoquait les traitements qui sont légitimes ou en tout cas les traitements qu'on ne peut pas faire passer un certain temps. Est-ce qu'il y a des opérations finalement qu'il faut avoir fait jeune ou est-ce qu'il y a des traitements qui, passé un certain âge, on ne peut plus les faire parce que ça risque peut-être de bousculer l'image de soi. C'est pas qu'on puisse pas les faire, on peut les faire à tous les âges, mais c'est vrai que par exemple
une intervention sur le nez, ça changerait complètement notre construction, notre image de soi. Donc si on ne l'a pas fait quand on était plus jeune, c'est-à-dire à la puberté, juste un petit peu après la puberté, est-ce qu'on va vraiment changer son nez quand on est plus âgé ? Je ne pense pas, parce qu'on a trop installé son visage pour pouvoir changer de manière aussi radicale, à mon avis. Ce serait un trop grand changement qui risque de remettre en question, en fait... Voilà, de perturber complètement sa vision de soi. Est-ce qu'il y a d'autres traitements comme ça ou opérations pour vous qui se font à une époque de sa vie, que ce soit jeune ou finalement... Alors après, il y a aussi, quand on fait trop tard, entre guillemets, les choses, on ne peut pas s'attendre à perdre d'un coup 20 ans. Si on n'a pas commencé, notamment avant les injections, avant un certain âge, après, on peut avoir une petite stabilisation, mais l'amélioration n'est pas majeure. Donc ça, il faut en prendre conscience aussi. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui viennent vous voir en disant « je veux perdre 10 ans ou 20 ans ». Parce que j'ai l'impression que autant ça a peut-être été le cas au début de la médecine esthétique, qui était une médecine de rajeunissement, alors qu'aujourd'hui elle est aussi une médecine d'embellissement. Mais on a l'impression qu'on est plus sur les émotions, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'air fatigué, l'air... contrarié, l'air stressé, mais un peu moins sur perdre 5 ou 10 ans. C'est un peu dépassé ça, ou il y a encore des gens qui se... Alors ça dépend, parce qu'il y a aussi des gens qui prennent le train en marche et qui s'intéressent seulement maintenant à la médecine esthétique. Donc maintenant que certaines ont pris conscience de ce qui pouvait être utilisé, elles disent « Ah ben voilà, je veux faire ça parce que justement j'ai vieilli » et voilà. Elles pensent à ce moyen, mais un petit peu, entre guillemets, trop tard. Après, en même temps, c'est légitime d'avoir envie de faire plus jeune, parce qu'on sait très bien que intérieurement, on se sent toujours plus jeune que l'image que nous renvoie le miroir. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quand on se voit qu'on se dit « Ah oui, mais c'est moi », alors qu'on n'a pas du tout cette impression. Oui, bien sûr. C'est une demande qui est pas délirante. C'est juste qu'il faut prendre conscience qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, et que les résultats ne peuvent pas être les mêmes. Oui, et puis surtout que même si on veut avoir l'air d'avoir 40 ans au lieu de 50 ou 60, on ne ressemblera quand même pas à une personne qui a effectivement 40 ans. Oui, tout à fait. Et oui, bien sûr. Les attentes doivent se discuter en amont, parce que on peut, je vous dis, s'attendre à une tête, des expressions moins négatives sur le visage, mais pas un rajeunissement radical. Donc finalement, est-ce que c'est possible de freiner les signes du vieillissement sans faire aucun traitement esthétique, médical, ou sans en faire trop ? Oui, il y a un juste milieu, est tout à fait possible, au contraire. C'est ce qu'on préfère, hein, c'est-à-dire faire des petites choses de correction des émotions négatives, mais il faut aussi accepter un certain nombre de choses, hein. C'est ça, vieillir bien, c'est accepter sans regarder dans le rétro, quand j'étais jeune j'avais pas ça, c'est accepter sans se laisser aller. Alors j'ai quand même l'impression, moi, que si on fait par petites touches, il y a un moment où on va finalement avoir fait le geste de trop sans s'en rendre compte. C'est un peu ce que j'ai vécu avec une copine dermato. Un jour, elle m'a dit on va faire un peu l'ourlet de tes lèvres, et elle m'a injecté de l'acide hyaluronique sur le bord des lèvres pour avoir des lèvres vraiment très pulpeuses. Et là, je me suis vue dans la glace, et c'était pas juste que mes lèvres étaient mieux, c'était juste que c'était plus moi du tout, et que là, j'ai pas pu supporter cette image. Et j'ai bien massé et j'ai récupéré la bouche que je voulais, qui est la mienne, peut-être un peu mieux, mais pas gonflée. Il faut écouter peut-être les autres aussi quand ils disent « Oula, c'est bon, tu peux arrêter là, t'y aller... » T'y aller un peu fort, oui, aussi. Il faut pouvoir se dire « c'est moi, mais en mieux », ou « c'est moi, mais en moins fatigué, mais avec un air moins triste, mais c'est toujours moi ». Merci beaucoup Flora Fischer d'avoir partagé avec nous votre expertise sans tabou. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager le lien. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez envie de témoigner. Si vous souhaitez en savoir plus sur les injections anti-rides, le peeling ou le micro-needling, vous trouverez plein d'infos dans mon livre « J'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.